Il s'appelle John Ekina Bongongo, il a plusieurs cordes à son arc. Il est professeur d'université, il a écrit beaucoup de bouquins qui bénéficient d'un aura scientifique digne de son nom, parmi lesquels la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture, modélisation des partenariats gagnant-gagnant qui continue d'écrire ses lettres de noblesse dans les concerts littéraires du monde entier. Nous avons l'honneur de les recevoir sur ce plateau pour dresser un parallélisme concret entre les écrits et la situation qui se passe présentement tant en RDC que dans toute l'Afrique à travers cette procédé des partenariats gagnant-gagnant et pourquoi pas la zone de libre-échange. Professeur, merci d'avoir respecté notre invitation. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par monsieur Pierrot Mbouyou, il est de la RTNC IN. Salut. Monsieur le professeur John Ekina Bongongo, d'abord bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur. La première de questions que nous voulons savoir, au jour d'aujourd'hui, quelques années après avoir écrit votre bouquin, qui continue toujours à être d'actualité, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation de la joint venture au Congo en 2021? Encore une fois, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. De prime abord, j'aimerais naturellement relever que la joint venture est un domaine qui défraie la chronique par les temps qui courent. Et vous remarquez même que cela a pris, comme qui dirais-je, une place prépondérante dans certains discours, n'est-ce pas, des décideurs politiques de notre pays. Les conclusions que nous avons tirées étaient que la joint venture au Congo était mal négociée et que cela a beaucoup plus donné des effets tout à fait négatifs caractérisés par la corruption à grande échelle, manque de transparence, répartition arbitraire de parts et modicité de retombées financières et même économiques. S'il faut prendre au mot, à qui la faute? Voilà, la faute doit être incombée naturellement aux décideurs politiques et aussi aux partenaires étrangers. Pourquoi? Parce que lorsque on est dans un système de joint venture, l'État doit s'armer profondément en ce qui concerne les négociateurs. Il faut bien négocier la joint venture et même s'il y a des revirements, s'il y a de contrevenances, on peut aussi renégocier. Mais tout cela a été fait en toute absence de la profondeur de la notion de joint venture et que maintenant nous voulons essayer, comme j'ai salué l'initiative des autorités qui ont émis le vœu de renégocier. J'adhère à cette logique, mais je conseille tout simplement que cette fois-ci qu'on puisse associer les experts en la matière. Alors, monsieur le professeur, en parcourant votre bouquin, nous nous sommes rendus compte que vous exercez un tourisme scientifique digne de ce nom. Vous l'avez défendu à Brazzaville, publié en Allemagne. Dans le bouquin, vous parlez des expériences américaines, asiatiques et concrètement en République démocratique du Congo. Quel peut être le parallélisme que vous voudrez laisser entre la joint venture sous d'autres cieux et la joint venture ici au Congo, parce que les mêmes acteurs sont également partenaires du gouvernement congolais? Voilà ce que vous venez de dire, c'est que j'ai fait un tour d'horizon, comme vous venez de le souligner. Joint venture en Afrique, joint venture en Asie, en Europe, en Amérique, partout, on trouve que c'est un instrument, un levier du développement, parce que cela a permis à certains pays de se relancer. Je prends l'exemple de l'Europe, la Belgique. Après la Deuxième Guerre mondiale. Si la Belgique a pu se relancer, c'est grâce à la joint venture. Je peux prendre la France, les États-Unis aussi, et en joint venture avec les Chinois, joint venture avec les Japonais. Donc, on travaille en synergie. Ailleurs, ça réussit, mais dans notre pays, cela n'a pas réussi. Faute de quoi? Faute, comme je venais de vous dire, la volonté politique. Faute de quoi? Faute de la manière dont on l'a appliqué.
il y a des préalables. Lorsqu'on veut entrer dans la jeune venture, les préalables existent, les préalables politiques, les préalables économiques, juridiques, sociaux, environnementaux, technologiques. Tous ces préalables-là n'ont pas été naturellement réunis. Les conditions n'étaient pas réunies. On est entré dans la jeune venture. Je vous prends un exemple. On dit ceci. Lorsque vous voulez lancer une opération de jeune venture, ça doit être précédé par l'étude de faisabilité. Alors, dans la plupart des cas, vous allez voir que l'étude de faisabilité n'ayant pas pris fin, mais on a commencé déjà avec la jeune venture. Alors, il en découle quoi? La répartition arbitraire de parts et autres mots qui rongent la jeune venture aujourd'hui. Donc, le mieux serait de recadrer les choses, comme je venais de vous dire, chercher comment renégocier ces jeunes ventures afin de permettre au pays de tirer son épingle du jeu. Professeur John Ekina Bongongo, je reviens à vous. En quoi la relance des industries industrialisantes par la formule joint venture peut être les plus grands leviers pour modéliser un partenariat gagnant-gagnant, surtout en République démocratique du Congo? Voilà, les leviers, c'est parce que il se passe actuellement dans le pays la difficulté d'entrer, n'est-ce pas, en contact avec la finance internationale. Parce que nous n'offrons pas trop de garanties au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, le seul moyen qui permet de constituer comme un attrait aux investissements, c'est la joint venture. Parce que vous allez voir que les ressources, les capitaux arrivent dans les pays sans beaucoup trop de modalités et que ça permet à travers le partenariat de recevoir ces ressources. Et lorsque les ressources entrent dans une économie, il faut appliquer ça de façon, comme je dirais, efficiente pour permettre à ce qu'on puisse, disons, réussir. Mais vous allez voir qu'ici, on n'a pas vraiment fait attention à cela. Il n'y a pas eu suivi, il n'y a pas eu contrôle. Tous ces éléments ont fait que la jeune venture ne puisse pas donner des résultats escomptés. Mais la volonté politique actuelle nous montre que si on essaye un peu d'associer, comme je viens de vous dire, les experts, les scientifiques, disons toutes les couches qui s'intéressent à la jeune venture, on peut réussir à recadrer les choses. Professeur John Ekina Bongongo, en parcourant votre ouvrage, nous nous sommes rendus compte que vous l'aviez dédié aux décideurs des politiques économiques et industrielles ainsi qu'aux législateurs. Quel peut être l'apport des législateurs congolais pour les succès de la joint venture? Question pertinente. Voilà, la joint venture est du domaine de la loi. La joint venture est un contrat. Donc, quand on parle de la loi, on voit directement le Parlement. Il faut que le Parlement puisse accepter de recevoir la loi sur la joint venture que j'ai essayé de proposer, une sorte de loi qui se trouve dans mon ouvrage, qu'on essaye de voir. Parce que lorsque on est dans la joint venture, on conclut des contrats qui brassent des milliards, comme on vient de le constater. Mais lorsqu'il n'y a pas une loi, ces contrats, comme qui dirait, sont des contrats qui n'ont pas de soubassement, on dirait même vide de sens, vide de contenu. Donc, il faut faire en sorte que la loi, un projet de loi soit, n'est-ce pas, déposé au Parlement, qu'on étudie. Là où la joint venture est née, c'est sous forme d'une loi et il y a une réforme jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de cette loi-là. Sinon, lorsqu'il y a des différends au niveau international, nous pouvons le perdre à cause du manque d'une législation au niveau de la joint venture. Les lois que nous avons sont des lois d'ordre général. Mais la joint venture, c'est beaucoup plus spécifique. On parlerait du code minier. Oui, le code minier existe, mais la joint venture relève d'une application générale et c'est là dans tous les secteurs. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de vibrer au rythme d'un terme, d'un concept, la zone de libre-échange économique pour le continent africain, c'est le CAF, qui malheureusement ou heureusement pour nous, englobe un peu le tout. Alors quel peut être l'apport
de la joint venture dans ZLECAf, ou peut-être quel est le parallélisme qu'il faudrait dresser entre la joint venture et la ZLECAf en Afrique? Voilà, zone de libre-échange, c'est en fait l'idée de l'internationalisation de l'économie. Travailler dans le cadre de joint venture, c'est justement répondre à l'une des exigences d'une zone de libre-échange. Parce que là, vous travaillez en synergie. Vous travaillez ensemble, comme qui dirait, une exploitation commune. Cela va tout simplement booster. On connaît les forces de la République démocratique du Congo, on connaît les atouts, on connaît les contraintes, associées aussi à d'autres pays, lorsque on travaille en synergie, lorsque on met les forces ensemble pour, naturellement, comme je venais de le dire, partager le risque, cela va sous la ligne droite de la zone de libre-échange qui voudrait que nous travaillions en partenariat, nous travaillons en synergie. Donc, on ne peut pas se passer de la joint venture dans la zone de libre-échange. Je pense qu'avec moi, nous pouvons nous arrêter par cette question. Professeur John Ekina Bongongo, vous êtes économiste de formation avec un œil particulier dans les secteurs industriels. Alors, l'industrie congolaise est en train de connaître une nouvelle aventure avec l'existence ou peut-être l'arrivée de manière un peu timide de ce que nous appelons les zones économiques spéciales. Malheureusement, on tente l'expérience à Maluku. Jusqu'à présent, ça balbutie. Vous, en tant qu'expert en la matière, quel peut être les conseils que vous pouvez prodiguer aux décideurs pour que les zones de libre-échange économique puissent réussir en RDC? Le malheur pour ces pays, c'est de commencer ou de prendre les expériences d'ailleurs et de les appliquer partiellement et même avec trop de ratés. Zone de libre-échange, lorsque vous voyez comment ça fonctionne ailleurs, ça participe, comme qui dirait, au développement du secteur industriel. Le président Mobutu à l'époque a essayé avec la zone franche d'Inga, tout ça. Il faudrait tout simplement demander au gouvernement de prioriser certaines actions économiques. Parce que c'est l'économie qui arrange les sociales, c'est l'économie qui essaye de faire en sorte que le politique ou le politicien puisse bien gérer la cité. Lorsqu'on prend de telles initiatives, à ma connaissance, tout est là, calé, planifié, et cela ne manque que de moyens pour qu'on puisse avoir des retombées attendues. Donc, il y va de l'intérêt, n'est-ce pas, du gouvernement d'avoir un droit de regard sur les zones de libre-échange. Les documents bien arrangés, la planification réussie, mais empêche au niveau de l'application. Donc il faudrait vraiment qu'on sache ce que l'on veut, quelle est la priorité actuellement. Parce que nous irons de projet en projet, étude en étude, pour ne pas, n'est-ce pas, réussir à implanter effectivement les industries au niveau de la RDC. Donc, on tire là une sonnette d'alarme pour que le gouvernement puisse prendre les choses à bras le corps. Professeur John Ekina, nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette entrevue. Mais nous voulons quand même, avant que nous puissions clôturer, que vous puissiez nous dire un mot, un conseil à prodiguer pour que la joint venture, la zone de libre-échange, les codes miniers et les zones économiques spéciales réussissent au Congo. Les messages que nous vous demandons, que vous puissiez l'adresser, un, aux décideurs politiques, deuxièmement, aux investisseurs ou aux partenaires étrangers, troisièmement, aux législateurs congolais, quatrièmement, à la population bénéficiaire, et enfin, aux hommes de science que vous êtes. Commençons par les décideurs. Voilà, merci beaucoup. Pour les décideurs, on doit savoir que, tel que nous sommes là, comme vous venez de le dire, beaucoup de pays me consultent. Je ne peux pas citer leurs noms ici, mais je vous dis que beaucoup de pays me consultent pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour redresser tel ou tel autre secteur dans le cadre de joint venture.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les décideurs? Il faut d'abord voir les conditions d'implantation, le préalable, politique, économique, ainsi de suite. Lorsque vous avez réussi à faire ce préalable-là, vous allez maintenant utiliser dans le calcul économique pour apprécier la viabilité des joint ventures le facteur risque. Ça, c'est une variable qu'on ne calcule pas. Parce que souvent, on peut vous donner, n'est-ce pas, un planning de provision, un planning, pardon, de production. Et on vous dit que, voilà, on va réaliser autant de tonnes. Mais il faut qu'il y ait l'instrument statistique pour essayer de valider cela. Parce qu'en utilisant les calculs statistiques, on peut se rendre compte que la probabilité de réaliser cela est moindre. Donc, on ne doit pas se fier aux chiffres. C'est ainsi que parfois, ça ne réussit pas. Donc, il faut des calculs de risque, comme moi j'ai utilisé Markowitz, j'ai utilisé aussi Sharpe. En calculant le risque, vous êtes rassuré. De deux, veillez sur la rentabilité financière du projet, les retombées, les royalties. Heureusement, le code minier actuel a essayé de rehausser tout cela. Royalties, redevances, contrat d'amodiation, le droit superficiel, tous ces éléments-là, il faut essayer de voir comment les rentrées des recettes vont se faire. Troisième élément, les garde-fous. Les garde-fous, c'est la loi. On doit fournir un effort de concocter une loi. Je l'ai fait, si on a besoin de ça, bon, je veux donner acquis des droits, mais ça y est dans l'ouvrage, hein, même si vous ne me contactez pas, mais par honnêteté scientifique, on peut toujours me contacter pour essayer de faire en sorte que la loi là soit, en passant par le Parlement, bien sûr. Autre chose, c'est le contrat type des joint ventures. Quand j'ai mené des recherches, j'ai trouvé que cela se faisait de manière disparate. C'est-à-dire, par-ci, par-là, il y avait son propre modèle de contrat. Il faut un modèle de contrat unique. Les difficultés, nous avons, certains pays l'ont connu. Beaucoup de contrats, mais ils ont fait tout simplement uniformiser. Il y a des ministères de tutelle qui peuvent toujours accepter d'imposer une ligne de conduite pour que nous ne puissions pas perdre. Autre chose, j'ai toujours dit, l'observatoire des joint ventures. C'est très important. On peut mettre une même autorité de régulation. Pourquoi je le dis? Écoutez les sommes qu'on débite, les sommes qu'on avance et qui circulent dans ces secteurs. Des milliards. De la même manière, il y a haute autorité des marchés publics, haute autorité des sessions. Il faut le faire aussi pour les joint ventures. La présidence doit accepter que cette histoire lui soit rattachée. J'apprécie, j'ai vu le discours du chef de l'État au niveau des Nations Unies, qui revient chaque fois sur le partenariat gagnant-gagnant. C'est parce que c'est incontournable. Nul ne peut se passer de la joint venture aujourd'hui. Mais il faut y aller avec tact pour, n'est-ce pas, tirer les bénéfices qui en résultent. C'est là où il faut arriver pour essayer de mettre des organes de gestion pour la planification, hein, pour même le contrôle, la coordination, c'est très important. Le contrôle doit être renforcé. Il y a l'IGF qui fait bien son travail, mais on oublie aussi, n'est-ce pas, la Cour de compte. Quand nous on était encore étudiants, la Cour de compte, on doit donner le moyen pour que ça fonctionne normalement et on ne doit pas aussi éviter le contrôle parlementaire. L'IGF déjà, c'est bon. Ça, c'est du côté des décideurs. Mais pour le Parlement, accepter de mettre en place une loi, on risque de tourner à rond. La joint venture n'est pas seulement dans le domaine minier. Il y a plusieurs domaines, forestiers, ainsi de suite. Il faut accepter de recadrer les choses. Sinon, on va toujours aller de nébulosité en nébulosité et ça va créer toujours des fils à retordre. Ça, c'est clair. Maintenant, pour la population doit savoir que lorsque la joint venture est implantée dans un rayon quelconque,
la société civile doit s'organiser pour déposer un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, il y aura ce que la joint venture doit donner à l'environnement, n'est-ce pas, aux gens qui entourent les sites d'exploitation. Ça peut être les routes, ça peut être les emplois qu'on va donner. Et ces cahiers de charges, c'est tout sur l'environnement. On pollue l'environnement, en contrepartie, la joint venture doit supporter et doit corriger, et doit, comme qui dirait, atténuer la pollution. Tout cela doit être contrôlé, doit être suivi et sous l'œil, n'est-ce pas, du gouvernement.